Salut mon Fabien, Salut. ça va bien? Bah écoute, parfait. Ouais. T'es pas malade? Non, Non? ça existe la maladie, qu'est-ce que c'est? Ah, je sais pas. J'aimerais bien Bon, qu'on résolve cette équation à double inconnu aujourd'hui. bah, que je compte sur toi. Vaste mission, hein. Périlleuse à mon avis. Bonjour à tous ceux qui écoutent le Naturo Show, on est ravis de vous retrouver une nouvelle fois. Faudrait qu'on mette une petite ambiance, c'est une musique ambiance quand on commence comme ça. Ouais, je pourrais faire un jingle avec la bouche. Ah, ça par contre. Le Naturo Show. Au chaud, la nature a le chaud qu'il vous faut. Oh, Ouais, joli. une voix suave à l'appareil. Eh Ah, ben oui, pour un super thème, et puis je dirais un thème qui intéresse tout le monde, ouais. et au moins sur le positionnement intellectuel qu'on doit adopter si on n'y est pas confronté directement à la maladie, entre guillemets. Alors on en parlera, j'imagine, entre guillemets, parce qu'on va définir ce que nous, en tant que praticiens de santé naturelle, plutôt bercés par la naturopathie et l'hygiénisme, on peut concevoir la maladie. Et après, j'imagine, vu qu'on a très bien préparé cette émission pendant de nombreuses heures, Mm. Mm. qu'on va aborder aussi l'aspect plus subtil. Ouais. Et puis qui fait écho à une de tes dernières vidéos, Pierre, où tu abordais le sujet douloureux, épineux et subversif du cancer. Yes. Et donc voilà, on va cheminer une heure durant dans ces notions vagues et épidermiques. Ouais, et très émotionnel. Malheureusement, je pense que c'est. Il y a deux choses, comme tu l'as très bien dit. Tout d'abord, c'est un problème de sémantique, comme toujours. Euh, C'est-à-dire la définition des termes et qu'est-ce qu'on y rattache. Comme le cancer, d'ailleurs. C'est-à-dire, si on considère que c'est quelque chose qu'il faut combattre et lutter contre, ça va être compliqué. Et on voit bien que ça fait 50 ans qu'on injecte des fonds et qu'on n'y arrive pas. Si on considère, comme Paul Davis l'a expliqué, et comme j'en ai fait la synthèse dans une vidéo, que c'est simplement un système de défense du corps, bon, ben, on change de posture. Et par changer de posture, j'entends posture philosophique. Et tout d'un coup, les choses sont beaucoup plus claires. Donc c'est un peu ça, je pense, que va nous apporter la naturopathie. C'est-à-dire, ok, le terme maladie reste le même, mais la définition qu'il va y avoir derrière... on va dégager tout ce qui est émotionnel pour y rattacher la raison. Force est de constater que le monde dans lequel on vit est dominé par l'émotion. C'est le monde d'Instagram et de Facebook. C'est-à-dire que, avant de faire appel à ma raison, je donne mon opinion. Je dis ce que je pense tout de suite, comme tu l'as dit, de façon épidermique, au lieu de faire appel à ma raison. Alors l'émotion, c'est très bien, sauf quand c'est elle qui gouverne votre attelage de votre vie, quoi. Elle doit être là, mais on doit la comprendre. Il faut quand même que ce soit la raison qui dirige tout ça. Donc, pourquoi pas partir de la définition standard de la maladie? Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, écoutez, je vous suis, bien volontiers. Ben ouais. Alors pour toi, selon toi, qu'est-ce que tu vois avec un regard externe sur la société actuelle, la définition qu'en fait la plupart des gens autour de toi et autour de nous de la maladie, de ce terme-là? Eh ben déjà, tu parlais d'émotion. L'émotion qu'on rattache à la maladie, c'est la peur. Ça, de toute façon, c'est systématique. C'est pourvu que je ne tombe pas malade, j'espère ne pas tomber malade, j'espère que ça sera pas trop grave. Donc, on appréhende déjà, on va dire, la fonction du corps comme n'étant pas opérante, comme quelque chose de très peureux. Mais en même temps, ça renvoie aussi à la société de la performance qui promeut eh bien, pas seulement le bien-être, mais le rendement. Donc dès qu'on est en rendement différent, on va dire qu'on est malade, on est déficient. Alors soit ça va être la dépression, la fatigue, le burn-out, nervous breakdown, ce qu'on veut, ou alors la grippe, la fièvre, une gastro, je sais pas, une maladie auto-immune, peu importe. En tout cas, il y a un climat derrière de ne pas être à la hauteur des attentes autour de nous, puis à la hauteur de nos craintes, de nos peurs, et donc forcément de nos connaissances, parce que on est peu éduqué, et souvent c'est de l'incompréhension qui domine. Et moi, de ce que je vois de la maladie, c'est pour ça que je faisais référence à ta vidéo, c'est la notion de lutte, de combat et de fatalité. C'est ça, moi, les mots qui me viennent à l'esprit lorsque je regarde un petit peu ce qui se dit, lorsque j'écoute les conversations, lorsqu'on on navigue
Sur les réseaux, lorsqu'on lit des livres ou autres, bah c'est quand même ces choses-là qui dominent. C'est pourvu que je tombe pas malade, donc c'est-à-dire c'est une notion de chance. Ou alors, bah, il va falloir combattre, putain de cancer, je vais lui casser la gueule. Enfin voilà, j'écoutais une interview de Bernard Tapie il y a pas longtemps, je vais lui casser la gueule à mon cancer. Voilà, c'est toute cette sémantique là très virile. Hein, faut rentrer dedans et on est en combat. Alors évidemment, nous en naturopathie orthodoxe, on a une autre approche, et puis elle vient bousculer, elle vient heurter, elle vient inconforter, et elle vient déclencher des réactions épidermiques qui peuvent être parfois violentes, parce qu'on touche à la vie, on touche au sacré, on touche au décès des proches, on touche aussi à la maladie des enfants, donc là on rajoute une double couche, et donc c'est très difficile de faire de la pédagogie, surtout à l'heure où on réagit avec des mots-clés et pas en prenant le temps de lire, d'écouter euh, des informations, et puis, comme tu le disais, de raisonner correctement, plutôt que de se laisser bercer par l'émotion. Donc moi, j'ai cette approche-là, d'y aller un petit peu à pas feutrer sur la maladie, parce que chacun a un petit peu son histoire avec elle. Et puis quelque part, avant de parler, il faudrait presque se justifier. Mais c'est aussi le fait qu'on puisse parler de tout dans le monde dans lequel on est, mais avec des accroches sur des mots qui sont on va dire, qui sont pas des définitions, mais presque, quand tu disais on échange, c'est on n'écoute plus, on va juste entendre pour pouvoir réagir, mais pas pour pouvoir réfléchir. Or, cette notion de maladie, bah, elle demande réflexion, digestion, introspection avant de se positionner au moins intellectuellement. Ouais. Ces notions de lutte, combat et de fatalité dont tu parles, je pense aussi il y a la sensation d'incompréhension des gens. C'est-à-dire, c'est l'inconnu, c'est un truc qu'on ne sait pas, quoi. Le corps, il déconne, et on ne sait pas pourquoi. Ça fait peur, en fait. C'est cet inconnu, je pense, qui est la racine de la peur. Parce que tu as dit que c'est vrai, l'émotion principale derrière la maladie, c'est la peur, c'est le mal, hein, c'est maladie, c'est mauvais, c'est négatif. Voilà. Ensuite, on connote, positivement ou négativement, cet état de fait. Je pense que voilà, c'est avant tout une histoire d'incompréhension, et comme il y a l'incompréhension, la raison ne peut pas trouver sa place, et donc on réagit par l'émotion, comme on l'a dit. Moi, ça me fait penser au fait que le paradigme actuel est tout à fait similaire. Bon, je m'en réfère souvent à la physique quantique parce que ça me passionne, et à ce shift, cette révolution. C'est même pas un shift, c'est une révolution. C'est-à-dire, c'est même pas une évolution de la physique newtonienne. C'est une révolution qu'ont instauré Einstein, Bohr, Schrödinger, etc. Au début du XXe siècle. Et il y a vraiment une analogie à faire là, parce que avant ça, les gens vivaient dans le paradigme de la physique de Newton, c'est-à-dire, si on prend l'exemple de la Terre et de la Lune et qu'on parle de la gravité, on pensait que la gravité était une force, c'est-à-dire c'est la Terre qui exerce une force, c'est la gravité, sur la Lune, et comme elle exerce cette force, la Lune, elle lui tourne autour. Et je suis sûr que tu arrêtes 10 personnes dans la rue, il y a 9 personnes sur 10 qui vont te dire ça, qui vont te dire pourquoi la Lune tourne autour de la Terre. C'est parce que la Terre, elle attire la Lune. Je pense que la réponse va être ça. Et Einstein arrive. Et il arrive avec la théorie de la relativité générale. Et en fait, il explique que la masse d'un objet déforme l'espace-temps autour de lui. C'est-à-dire que c'est comme, on prend souvent cette image, vous tendez un drap, vous mettez une boule de bowling dessus, le drap est déformé, et autour de cette déformation, si vous lancez une balle de ping-pong, la balle de ping-pong va tourner autour de la balle de bowling parce que le chemin sur lequel elle va cheminer, il est courbé. En fait, la Lune, elle va tout droit. C'est que son chemin est courbé. Parce que son environnement est courbé, parce que l'environnement est déformé par la masse de la Terre. Donc pour elle, la Lune, son cheminement, il est parfait, sa trajectoire est parfaite, entre guillemets. Elle va tout droit, hein. Elle va pas en courbe. Et ça révolutionne tout. Et on a exactement la même parabole à faire dans le monde de la santé, c'est-à-dire, la maladie, c'est juste l'adaptation du corps à son environnement.
Si vous changez d'environnement, il va se comporter autrement. Et c'était exactement ça la conclusion de Paul Davies par rapport au cancer. Vous donnez un environnement qui favorise, qui est agresseur, et ben, au bout d'un moment, le corps il va exprimer les derniers gènes, les gènes les plus anciens qu'il a sous la main. Ce sont les gènes du cancer, qu'il garde pour l'embryon, pour l'embryogénèse. Et donc, ça va développer un cancer. Mais si vous changez d'environnement, ces gènes-là, ils ne seront plus exprimés. Donc, vous n'aurez pas de cancer. Vous n'aurez plus de cancer. Vous changez l'environnement, vous changez toute la donne, vous changez tout le paradigme. Et dans cette nouvelle vision des choses qu'on n'a toujours pas adoptée, il faut se rendre compte que, voilà, par exemple, pour la physique, ça fait 100 ans qu'on sait ça, et les gens, ils regardent toujours le monde qui nous entoure avec des lunettes qui ont 200 ans, quoi. C'est incroyable. La maladie et le monde de la santé actuelle, c'est exactement la même chose. On connote négativement, comme on aurait pu connoter négativement la trajectoire de la Lune. Si on avait eu un moyen d'intervenir, c'est-à-dire prendre des pinces géantes et de vouloir modifier absolument, tu vois, la trajectoire de la Lune, non, tu vas tout droit, tu vois. Tu la prends, tu la forces la Lune à aller tout droit. On dit, ah, ça y est, elle va tout droit. J'ai bien intervenu, tu vois, j'ai une force titanesque et j'ai pu le faire. Ça, c'est la médecine actuelle. Et si par contre tu prends du recul et tu raisonnes un petit peu sur ce qui se passe, tu dis ben non, en fait il suffit de changer d'environnement. La Lune, je vais la prendre et je vais la mettre autour du Soleil. Elle aura une autre trajectoire. C'est parce qu'elle est dans l'environnement de la Terre qu'elle se comporte comme ça. Le corps, c'est exactement pareil. Ça, c'est vraiment, je pense, un résumé de l'approche naturopathique, hygiéniste, tout ce que vous voulez, ou de bon sens, j'ai envie de dire. Et qui, malheureusement, de nos jours, est toujours en train de connoter positivement ou négativement les choses. Mais il n'y a pas de positif ou négatif. La maladie, c'est simplement une adaptation du corps. Comme on pourrait dire, en fait, si c'est ça, ben, la santé aussi, c'est une adaptation du corps, où il n'y a pas de... On se sent en pleine possession de ses moyens. Donc si les deux sont des adaptations, ni le terme de maladie, ni le terme de santé n'a vraiment d'importance. Il n'y a que celui de vivant, quoi. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est ça. C'est à quelle capacité on a exprimé un potentiel de vie. Et puis surtout de se dire, nous n'avons pas fini de comprendre, un, est la nature, et deux, l'humain qui appartient dans cet élément naturel. De se dire, donc, l'humilité voudrait qu'on constate que par contre la nature est harmonieuse et parfaite, et que c'est l'interventionnisme qu'on y met qui vient créer des dérèglements, des dysfonctionnements, alors que ça soit dans tous les écosystèmes, avec dans la plus petite échelle du neutron ou du microbe, hein, on va venir intervenir, et presque comme des apprentis sorciers, et on va poser des concepts dessus, comme la santé et la maladie, avec des définitions, des fois en effet archaïques, et très égotiques. Et en effet, on va voir ça va être le cas en histoire, en archéologie, en médecine. On sait aujourd'hui des choses différentes qui remettent en cause les paradigmes acquis depuis des années, certaines certitudes, mais on continue de regarder, comme tu le disais, avec des lunettes très anciennes, très poussiéreuses, alors qu'on a de véritables informations. Mais on est tellement bercé dans le monde du matérialisme qu'on en vient à chercher des réponses toutes faites. C'est-à-dire que, par exemple, on parlait du cancer, donc on va rester là-dessus, c'est la majorité de l'argent collecté pour la recherche contre le cancer, pour le cancer, vont à des vaccins. Et donc là, on est vraiment sur tenter d'intervenir sur quelque chose qu'on ne comprend pas encore. Alors que peut-être il faudrait du recul puis dire quel est l'environnement. Quel est l'environnement dans lequel évoluent les cellules cancéreuses, les tumeurs, les proliférations par le système lymphatique, toutes les disséminations des métastases, dans quel environnement ça se produit. Et évidemment, on a beaucoup de réponses. Là, j'ai vu une actualité aujourd'hui où des chercheurs neurologues étaient ravis d'avoir trouvé une molécule agissant contre des chaînes de protéines dans le cerveau contre la maladie d'Alzheimer. Mais je veux dire, on sait que c'est une notion de terrain, et là on va juste agir sur des chaînes protéiques au niveau du cerveau, mais sur rien, en disant on va retarder la croissance de la maladie d'Alzheimer et de ses symptômes, ce qui rendra la maladie plus confortable. Mais en aucun cas, et ça c'est pas scientifique,
Parce que la science, c'est quoi normalement? Tu parlais d'espace-temps avec la courbure de l'espace-temps. Ben, la vraie science, c'est, bon, il y a un événement, mais c'est qu'est-ce qui a généré cet événement et qu'est-ce qu'il y aura après cet événement. Donc, c'est-à-dire qu'on se place sur passé, présent, futur. Donc, en ce sens-là, et ça, c'est Grégoire Jovet, qui est un chirurgien naturopathe, qui l'exposait, qui disait la naturopathie est plus scientifique dans sa démarche que la médecine, puisque la médecine part d'un constat et tente, elle, de modifier un futur par toutes les forces, mais ne s'intéresse pas aux causes quelque part. Et la naturopathie, orthodoxe évidemment, donc hygiéniste, se base sur cet espace-temps-là de dire il y a un terrain qui existait avant cette apparition-là, c'est logique, c'est cohérent, et même si on ne le comprend pas, c'est quand même pour un but vertueux. C'est pour un process de vie, jusqu'au bout. Le corps, jusqu'au dernier souffle, tente de rééquilibrer des processus, qu'on les comprenne ou qu'on les comprenne pas, c'est malgré tout ce qui peut être observé. Et puis on se base aussi sur l'après, c'est-à-dire comment le terrain va se rétablir, et puis on va avoir une notion complètement différente de rechute, de rémission et de guérison, forcément partant de là, parce qu'on sait qu'on aura inclus beaucoup de facteurs dans l'algorithme. Or là, c'est quand même très binaire, et puis on est sur quelque chose qui est en lutte, c'est-à-dire brûler des cellules, irradier des cellules, amputer des cellules, couper des cellules, là où évidemment la nature c'est un tout, un ensemble harmonieux, et avec cet interventionnisme-là, que tu utilisais par la métaphore de transposer ou de rendre quelque chose parfait, d'un point de vue microscopique, eh bien on joue, de mon point de vue, aux apprentis sorciers, et la sagesse et la prudence voudraient qu'on cherche déjà à comprendre un fonctionnement plutôt qu'à chercher à avoir un effet. Ouais, c'est très juste. Mais tu vois, tu as utilisé 2 termes tout à l'heure, et ça m'est souvent reproché, notamment dans le cancer, tu vois, parce que ce discours-là, quand on le tient pour des choses qui sont bénins comme la fièvre, les gens comprennent bien, même s'ils sont pas du tout dans ce domaine de la santé, ils s'y sont jamais intéressés ou quoi que ce soit. Quand tu leur parles de la fièvre, ils disent, mais vous savez, la fièvre, c'est un processus, ça fait mal, d'accord, mais c'est salvateur, c'est fait exprès, monter en température, etc., etc. Bon, ça, ils arrivent à le comprendre, mais toujours, il arrive un moment où on me dit, ouais, mais alors les tumeurs et le cancer, parce que là, ça dérégule, là, c'est n'importe quoi, ça part en live, je veux dire, le corps, il fait n'importe quoi, etc. Je comprends cette incompréhension-là. Et le problème, c'est que même nous, je pense qu'on tombe facilement dans le panneau de parler encore de dérèglement, de dysfonction. C'est-à-dire, pour moi, ça n'existe pas non plus, ça. Parce que c'est juste l'environnement, c'est juste l'expression en fait de l'environnement, c'est l'adaptation du corps. Si le corps n'avait pas fait de tumeur à ce moment-là, vous serez déjà mort. La personne serait déjà morte. La tumeur, c'est la meilleure réponse qu'a le corps par rapport à l'environnement qu'on lui propose. Donc c'est absolument pas un dysfonctionnement. Justement, c'est un fonctionnement parfait. C'est un fonctionnement qui est parfaitement adapté à ce que vous lui donnez, à ce que vous lui proposez. C'est plus facile à entendre pour les gens quand on parle d'abcès, de kyste, parce que c'est minoré, on va dire ah oui d'accord, d'accord, ok, ce processus adaptatif ça va, mais je pense que le fond du problème dans toute l'approche, c'est que cancer égale mort, et tumeur dans la sémantique, on va pas faire en médecin, si on coupe le mot en deux, y a tumeur, donc déjà j'ai envie de dire que verbalement, ça renvoie au décès. Quelqu'un qui va dire il y a peut-être un début de cancer, peut-être début. Donc, mais c'est surtout cancer qu'on va ça me rappelle le sketch d'un certain comique, mais bon. C'est tout à fait possible. Ouais. Et donc du coup le problème c'est ça, c'est que derrière, pour faire de l'information, et je dirais même dans le monde médical ou dans toutes les démarches, c'est dès l'instant que ce mot-là va arriver, ce gros mot-là, eh bien il n'y a plus rien qui est vraiment entendable, parce qu'on a tous connu autour de nous, et puis voilà, toi tu l'as mentionné dans ta vidéo et dans la description, c'est un sujet qui est à vif. Ouais. Et tout de suite, on est pris dans l'émotion et le cerveau, il ne fonctionne plus correctement. Oui, d'accord, la fièvre, d'accord, les kystes, d'accord, les abcès, d'accord. Ouais. Mais là, c'est pas pareil quand même. Mais parce qu'on en fait tellement. Mais c'est comme les maladies auto-immunes ou orphelines. Ouais.
C'est-à-dire qu'on a catégorisé certaines maladies comme celles-là, on ne peut pas les toucher parce qu'elles sont dites comme incurables et donc ou non comprises. Donc même les spécialistes n'y arrivent pas. Donc alors surtout vous allez faire la leçon aux grands spécialistes, alors qu'on propose une vision, je dirais globale. Mais je dirais presque qu'on est dans. Moi, ça me dérange pas d'être dans le concept philosophique parce que de toute façon. Mais même si on va au bout qu'on soit à côté de la plaque, eh ben pourquoi pas? Parce qu'on propose ne serait-ce que sur la philosophie de dire, c'est est-ce que le chaos règne sur le vivant? Moi, je pense que non. Je pense que tout est parfaitement harmonieux et que la Terre, elle a réussi à maintenir un équilibre sur des milliards d'années, des milliards et des milliards d'années, et c'est parfait. Tout est parfait. De toute l'expression génétique de tout le vivant, à chaque fois, c'est des processus d'adaptation. On disait, pour Tchernobyl, ça ne sera pas possible, les espèces vivantes. Eh bien si, les espèces se sont adaptées. Et il n'y a plus de mutation génétique aléatoire, comme on dit. Tout le monde vivant nous prouve qu'on devrait être en admiration, et je dirais même sans réflexion, mais juste en observation de l'adaptation du vivant. Et si on se met au diapason de cela, même sans connaissance scientifique, je dirais par empirisme et par bon sens, on devrait voir des symptômes régulés ou dérégulés autrement. Exactement. Tu sais, tu as employé le terme de chaos. C'est exactement ça, hein, l'entropie. Encore une fois, pour me référer à ce grand monsieur qui est Schrödinger, il prenait l'exemple d'une goutte d'encre qui tombe dans un verre d'eau. La dilution de l'information, en fait. La mort, c'est ça. C'est-à-dire que l'information va tendre à se diluer dans l'univers, tout le temps, comme une goutte d'encre qui tomberait dans un verre d'eau. La vie, par contre, elle va avoir tendance à faire l'inverse, à vouloir conserver l'information. Et que cette conservation d'information, on le retrouve au niveau de la cellule avec sa double membrane, on le retrouve au niveau du corps avec sa peau. Elle essaye de garder les choses comme ça. C'est rassembler l'information. Donc c'est l'exact opposé. Quand tu disais, voilà, je pense pas que le chaos gouverne la vie, mais tu as tout à fait raison, puisque c'est le vivant, c'est complètement l'inverse de tout ça. Donc je pense que ça rejoint encore une fois, mais pour redire encore cette chose-là, c'est que cette révolution au niveau de la physique, si on la comprenait, ça fait 100 ans que ces découvertes ont été faites. Si on la comprenait enfin, ça nous permettrait de tirer des conclusions sur leurs implications et des conclusions au niveau du monde de la santé. Rien que ça, quoi. C'est colossal. Si on lit ce qu'a fait Stephen Hawking et le combat qu'il a eu avec Susskind au niveau des trous noirs, les trous noirs absorbent l'information et l'information est perdue. Ça n'existe pas normalement. Deuxième loi de la thermodynamique, l'information ne peut pas être perdue. Susskind est arrivé, il a dit non, en fait l'information elle est projetée sur la couche externe des trous noirs. Et il a gagné son combat contre Hawking, il explique très bien dans un livre. Et là on prend la parabole avec la cellule qui a l'information qui est projetée sur la double membrane. C'est exactement la même chose, c'est fabuleux. Donc on aurait des leçons incroyables à tirer de ces grands monsieur-là qui ont révolutionné le monde. On ne le fait pas. Et on arrive toujours avec un paradigme poussiéreux. Mais en fait, on dit poussiéreux, mais pas tant que ça, parce que tu regardes la Chine, l'Inde, et même la médecine hippocratique, ils savaient tout ça, tout ce qu'on dit maintenant, ils le disaient. En fait, c'est relativement récent, mais c'est sclérosé par exactement ce que tu as dit au début, la course à la performance, et si t'es pas optimal pour pouvoir produire, t'es donc malade. Et ce qui m'intéresserait, on parle de ça, c'est le point de jonction, le point de bascule, en fait, entre être juste pas bien, être juste, par exemple, fatigué. On est tous fatigués. Le soir, je rentre chez moi, je suis fatigué. À partir de quel moment vous déterminez que vous êtes malade? À partir de quel moment vous utilisez cette étiquette-là? Comment on passe de fatigué, mal-être, à malade? Et puis il y a des gens qui vont dire, mais c'est de la bonne fatigue. Oui. Il y a tous les termes, c'est-à-dire il y a des fois on va se faire une super randonnée, on va être épuisé, mais on va être heureux et satisfait de cet épuisement-là, et on sait que la nuit va être régénératrice, réparatrice et bienfaisante. Et il y a d'autres fois on n'a pas fait grand-chose de particulier, par contre on se sent lourd, on comprend pas trop son corps, on n'est pas trop dans son corps, et la nuit n'aura aucun effet. Et en effet, déjà sur la notion de
de fatigue. Quand on emploie ce terme-là, c'est assez flou. Mais ça revient surtout à une notion, c'est comment on se sent et à quel point on se considère et on s'autodiagnostique et on s'observe. C'est déjà ça. Et on attend de l'extérieur, d'un naturopathe, d'un médecin ou quoi que ce soit d'autre, de nous livrer un diagnostic. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans mes yeux en iridologie Non, mais c'est ça. Et vous, comment vous vous sentez? Puis à chaque fois, c'est pourtant toutes les analyses de sang étaient bonnes. Et puis là, il y a ça. Bah oui, mais dans le sang, on n'a toujours pas trouvé. Ce qu'il y avait, on fait je crois que c'est des microscopes à chambre noire qui sont les plus efficaces. Or, ils sont pas utilisés, donc on voit pas les éléments vivants dans le sang. Donc déjà rien que ça, c'est un parti pris de la médecine de considérer juste des normes figées qu'on rentre dans un tableur Excel et pas des données observables où il y aurait une intervention subjective de l'observateur. Et ça déjà, à chaque fois, faut bien comprendre qu'en santé, on fait des choix pour déterminer quelle voie on prend. Il y a, comme tu disais, là il y a entre Hawking et puis la personne qui avait une théorie opposée. Des fois, il faut se positionner. Alors, quand c'est simple lecteur, ça va, mais quand c'est un comité d'éthique scientifique qui prend des décisions pour des dizaines de millions d'individus, pour un peuple, pour une nation, là c'est plus important. Et puis, alors, ça peut être fait en connaissance de cause, des fois ça peut être fait sans connaissance de cause, et des fois ça peut être fait aussi avec idéologie, voire conflit d'intérêts. Donc c'est un grand problème, et donc dans le doute, autant revenir à un essentiel, c'est-à-dire soi-même, et essayer d'ouvrir son esprit en se documentant, puis en essayant de réagir, et souvent avec bon sens. Et là, forcément, si on parle de bon sens, on est obligé de parler de la perte de lucidité que provoque le diagnostic, souvent. Et on en parlait un petit peu là avant de prendre l'antenne de certaines personnes qui peuvent venir à nous dans des états désespérés avec plus aucune notion du réel quelque part, si tant est qu'on puisse définir le réel. En tout cas, on va dire le réel objectivement observable par la plupart d'entre nous en interaction et qui sont prêts à faire n'importe quoi. Pour ne plus être malade, même pas guérir, ne plus être malade. Il y a une grosse différence. Et c'est là où moi, pour moi, s'il y a un enjeu, c'est de redonner de la lucidité sur l'accès à l'information, ne plus mettre ces notions de peur, d'imminence mortelle autour de la maladie oui, c'est simplement de conditionnement. Et ça, je pense que ça se passe dès l'enfance. C'est intéressant d'observer les enfants qui sont entre guillemets malades, ou qui ont des symptômes maladifs plutôt, et de voir que eux ils réagissent cool, tranquille. Mais à chaque fois que vous en parlez aux parents, c'est jamais de panique. Par contre, ils développent eux un sentiment de peur à l'approche de l'entourage qu'ils sentent désemparés et désarmés. Mais la logique, elle est toujours la même chose dans tous les êtres vivants, c'est quelque part laisser faire la nature, et là ça renvoie à repos et diète et puis calme. C'est invariable pour tous les systèmes vivants, dans toutes les cultures, quelles que soient les approches relationnelles avec le vivant, eh bien ça se passe comme ça. Et il faudrait que nous, on arrive, sans changer d'environnement, à avoir un impact. Donc on peut passer évidemment que par la force. Ouais. J'aimerais que tu me racontes l'anecdote que tu m'as racontée avant qu'on lance l'enregistrement de cette personne dans le monde de la musique avec qui tu dialogues de temps en temps. Oui, alors c'est Pone, le producteur de la Funky Family, le groupe de rap de Marseille des années fin 90-2000. Donc Pone est atteint d'une pathologie, la maladie de Charcot, donc qui est une maladie qu'on dit sans possibilité de guérir, donc incurable, à moyen terme, avec une imminence de mort de quelques années. Et donc j'avais appris l'apparition le diagnostic de sa maladie, une interview qu'il avait donnée pour un webzine pour lequel j'écrivais, l'Abécédaire du sang. Et j'avais suivi son parcours en filigrane et je communique avec lui depuis quelques semaines de temps en temps. Et aujourd'hui, il se retrouve à être dans la région toulousaine, à être hospitalisé, à ne plus avoir... Donc là, c'est le système nerveux qui dysfonctionne. Donc il n'a plus l'usage de ses membres, il n'a plus l'usage de son système nerveux autonome, c'est-à-dire qu'il ne peut plus respirer sans assistance respiratoire.
il ne peut plus manger et déglutir, donc il est sondé pour perfuser pour l'alimentation avec des poches, et il a un respirateur artificiel en trachéotomie. Il a sa seule façon de pouvoir communiquer avec le monde extérieur, ce sont ses yeux, qu'il déplace et qu'il fait cligner. Et donc il a un écran. Il a un écran devant lui avec lequel il communique pour l'extérieur. Donc c'est ainsi qu'on peut dialoguer sur Messenger par exemple, ou qu'il va communiquer avec ses proches qui lui rendent visible, ou le personnel médical. Et moi ce que j'ai trouvé absolument incroyable, c'est-à-dire au sens littéral, non croyable, c'est qu'il écrit. Il a écrit plusieurs choses, dont un livre qui s'appelle La SLA pour les nuls, pour expliquer ce qu'est la pathologie, la maladie de Charcot. Il a fait une association et il a écrit d'autres choses, plusieurs centaines de pages, et surtout il a composé un album. Donc, c'est-à-dire il est producteur musical et il a continué à faire sa passion. Et il a adapté un logiciel de reconnaissance des déplacements des yeux. Et ça donne des directions sur l'écran et sur lesquelles il peut interagir. Et là, il vient de sortir un album qui s'appelle Me and Kate. Donc, c'est un album hommage à Kate Bush pour lequel il est grand fan et où il sample certains de ses morceaux, qui est un album incroyable. Et composé uniquement avec les yeux. Donc, c'est le premier album au monde. Et moi, cette histoire m'a bouleversé à un point assez incroyable sur beaucoup de fondements. C'est-à-dire que le peu de fois où je dialogue avec lui, je ne sais plus dans quel espace-temps j'évolue et je n'ai plus de notion de mon corps. Alors que ça pourrait être n'importe quoi hein, sur Messenger. La simplicité avec laquelle il réalise ce qu'il a à faire, et il ne se considère pas comme quelqu'un de uniquement malade. C'est un artiste, c'est une personne vivante, c'est un père de famille, c'est quelqu'un qui est joyeux. Bien sûr, il doit avoir des turpitudes incroyables, mais c'est quelqu'un qui est dans une dynamique de vie. Et moi, quand on parle de maladie, c'est surtout quel est le positionnement qu'on va adopter, qu'est-ce que c'est que le corps, qu'est-ce que c'est que l'esprit, et comment cet esprit va animer le corps, au moins dans son positionnement sur le vivant. Et j'essaye de faire mon possible pour faire connaître son travail, c'est-à-dire son travail d'artiste, pour dire la vie tend vers le vivant, systématiquement. Donc la moindre de ces cellules est à l'œuvre pour produire quelque chose de beau, pour être dans le partage et pour être dans la vie. Il n'a plus rien à prouver, il a rien, enfin je veux dire, dans son état, il a rien à prouver à qui que ce soit, il n'y a aucun enjeu, si ce n'est de faire ce qu'il a à faire dans son existence. Et là, ça fait réfléchir en profondeur sur la notion de maladie et de positionnement par rapport à elle, parce que là on est sur des pathologies qui sont extrêmement lourdes, très lourdes à vivre physiquement et psychologiquement, qui peuvent être dévastatrices. Et il y a la force de vie derrière tout ça dans chaque action, et puis de produire du beau. Et je pense que c'est ce qu'on essaye de faire les deux en transmettant des informations, c'est qu'on est tous confrontés à différents degrés, bien évidemment, à des diagnostics, à des phénomènes de vie, à des moments où il faut faire des choix, où il faut se positionner, où il faut choisir entre plusieurs visions de la vie. Eh bien, moi, ça m'inspire des histoires comme celle de Pone, parce que c'est le choix du vivant coûte que coûte. Je dirais, au-delà même du choix. C'est de l'instinct pur. Et je trouve ça très enthousiasmant, autant que dérangeant. Et j'aimerais vraiment que son art, que son intention touche le plus de personnes possible, parce que la vraie guérison, c'est celle-là. C'est le fait de vivre épanoui, quel que soit l'état sanitaire dans lequel on pourrait se trouver. Ouais, c'est à travers cet exemple qui est bouleversant, hein, de force. Je pense qu'il y en a beaucoup, certains qui se reconnaîtront peut-être, parce que vraiment être au pied du mur comme ça, face à quelque chose qui peut être vécu comme une tragédie, quand on perd un sens, on devient aveugle ou peu importe, ou on nous diagnostique un cancer, quelque chose qui est violent comme ça. Souvent au pied du mur, les gens, tout d'un coup, le chemin devient clair. C'est-à-dire,
Ils prennent conscience de l'importance de la vie, tout simplement. Et comme tu dis, la vie avant tout. Donc là, ils se disent, mais en fait, ça, dans ma vie, ça me sert à rien. Ça me sert à rien. M'inquiéter pour mon boulot, ça me sert à rien. L'argent, ça me sert à rien. Bon, qu'est-ce qui est important? Et je vais œuvrer pour ce qui est important. Au pied du mur, on trouve la bonne posture, c'est-à-dire on trouve la bonne philosophie. Et au pied du mur, on trouve son éthique. Alors j'en parle sans arrêt. Je parle de l'éthique du samouraï moderne, parce que c'est celle qui m'a été enseignée par Patrick Franceschi et tous les stoïciens. C'est œuvrer pour quelque chose qui nous dépasse. C'est trouver son cheminement et ses valeurs et essayer de les respecter au quotidien. Heureusement que ça arrive, mais c'est souvent parce qu'on est au pied du mur qu'on les trouve. Moi, je pense que c'est nos épreuves qui nous définissent, qui nous déterminent en tant qu'être humain. Et c'est vrai qu'avec du recul, si j'avais pas perdu mon père d'une leucémie, si j'avais pas perdu ma tante d'une crise d'épilepsie, si tous mes grands-parents je les ai perdus de cancer, la mort avec ces maladies-là, elle est très engrammée dans ma famille. Depuis tout petit. Ma mère, elle a perdu sa maman, donc ma grand-mère, quand elle avait 7 ans. Bref. Si j'avais pas eu toutes ces épreuves-là, de choc, entre guillemets, émotionnel, psychologique, etc., j'aurais pas trouvé ma voie. Je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Je ne serais pas en train de faire ce qui me semble être le plus juste au monde, c'est-à-dire lutter contre le petit chaos, qui est la guerre de tous contre tous, qui est malheureusement en train de se dessiner, et lutter contre le grand chaos, qui est la perte des libertés humaines. Là encore, ça se dessine aussi beaucoup. J'aurais pas trouvé ça, donc, sans ces épreuves-là. C'est terrible à dire. Et pour rebondir sur ton anecdote, je vais en donner une autre. Une de mes patientes qui était venue et qui me racontait sa vie. Alors parfois, on a des récits de vie. On se dit, mais comment elle fait, la personne, là, pour être encore debout, quoi. Elle a traversé 20 fois l'enfer, c'est incroyable. Bref, cette personne me raconte qu'elle a eu un cancer. Voilà, je sais plus si c'était un cancer du sein ou je sais plus. Et elle me raconte ça. Elle me dit, mais le jour où on me l'a diagnostiqué, mais j'ai eu un sourire, j'étais heureuse. Pour elle, elle me dit, ça voulait dire pour moi que j'allais quitter mon boulot, qu'on allait me prendre en main, que j'allais me laisser faire porter, etc., et que j'allais enfin pouvoir m'occuper de moi. Et elle m'a dit, ce qui fait que toutes les chimios se sont parfaitement passées. Les gens étaient gentils, le personnel hospitalier, ils étaient aimables et tout, je me suis entendu avec tout le monde. J'ai eu aucun effet secondaire. Ça fait 15 ans que c'est passé. Plus aucun signe d'une remontée de quelconque tumeur ou de cellules cancéreuses. La posture. Alors, si on va plus loin, on a tous les travaux de Bruce Lipton, de tous les gens qui travaillent sur l'importance des croyances par rapport à notre biologie. Mais c'est plus qu'une évidence maintenant. Soit on est négationniste, ou soit on est juste pas informé, mais on peut pas... maintenant, les preuves scientifiques sont là. Nos pensées, nos émotions, donc notre posture et notre philosophie, vont influencer la résultante biochimique du corps. Donc à partir de ce constat-là, le terme de maladie, il faut vraiment qu'on change notre regard qu'on a sur lui. Pas seulement le cancer, mais vraiment cette sémantique qu'on a par rapport à la maladie et par rapport à la santé. C'est exactement ça. C'est là où on est obligé de considérer les choses comme il y a des influences matérielles, évidemment, on a parlé de la cellule, et il y a des influences non matérielles qui vont bien sûr agir sur cet environnement cellulaire. Mais ce qui est étonnant, hein, c'est de voir des oncologues qui disent, après leur expérience sur plusieurs années, on sait très bien qui peut s'en sortir et qui ne peut pas s'en sortir. Et ils ne se basent pas sur des analyses pour ça. C'est en fonction du positionnement de la personne, de son état d'être, et aussi de son entourage familial, hein, souvent. Et c'est vrai que ça amène forcément à se poser la question de comment se génère un état a priori dysfonctionnel et comment nos pensées viennent influencer la matière. Alors tu parlais de Bruce Lipton, il y a toute une mouvance, c'est plutôt américain, encore une fois malheureusement, même si bon, il y a eu les travaux controversés du docteur Hammer en Allemagne, puis en Suisse, ensuite en France, puis maintenant en Amérique du Sud, je pense. Mais
on ne peut plus catégoriser avec les connaissances qu'on a, parce que là, c'est pas, là pour le coup, tout à l'heure, je parlais de positionnement philosophique, mais là, aujourd'hui, on sait qu'organiquement l'influence. David Servan-Schreiber a beaucoup œuvré pour ça aussi, Ouais. avec des ouvrages majeurs et des mises à disposition d'études assez incroyables. On sait aujourd'hui qu'il y a une influence du monde de l'esprit, des émotions, et bien sur le corps organique. Dans sa capacité à le faire dépérir ou au contraire à déclencher des processus de vie assez incroyables. Et je pense que le rôle de tout praticien de santé, qu'il soit allopathe ou en santé naturelle, c'est de favoriser le positionnement de l'individu qu'il a en face de lui dans le meilleur confort. Et là, l'anecdote que tu racontes sur la personne, il y a un besoin tellement viscéral et criant de soins, de soins, pas de guérison, de soins. Et nous nous occupons du soin en médecine alternative parce que nous sommes dans la prévention. Pour se mettre dans des bonnes dispositions. Et on attend souvent d'être, en effet, par posture, d'être au pied du mur, pour agir avec la fameuse phrase « Ah, si j'avais su ». Sauf que maintenant, les informations, on les a et de manière hyper abondante. Donc, c'est qu'une question de positionnement et de motivation. Et donc là, c'est là où on joue tous un rôle les uns pour les autres. C'est l'information, je pense qu'aujourd'hui on est peu défaillant là-dessus. Alors il faut répéter, rabâcher, refaire de la pédagogie, ça on est d'accord. Mais on sait qu'il faut pas fumer, on sait qu'il faut faire de l'activité physique, on sait qu'il faut bien dormir, on sait qu'il faut gérer ses émotions, on sait qu'il faut bien manger, on sait qu'il faut pas trop manger. On sait qu'il faut faire attention aux polluants de l'air, de l'eau, qu'il faut faire attention aux pollutions électromagnétiques. Voilà, ça on le sait. Je veux dire, il y a très peu de personnes on va dire, qui ont accès à de l'information, qui ne sont pas au courant de ces choses-là. Après, est-ce qu'on se raconte des histoires pour avoir de la facilité à vivre dans le plaisir plutôt que on va dire, dans ce qui devrait être juste, dans ce qui devrait être équilibré, et dans quel environnement on s'embarque ou on se laisse embarquer avec l'entourage pour qu'on puisse être porté vers du vertueux ou vers du destructeur. C'est uniquement ça. Et ça permettrait d'éviter de tomber dans des discours où tu te rends compte, pas de chance, il est tombé malade, vraiment, saloperie de cancer, saloperie de crabe, saloperie de ci, saloperie de ça, puis on va insulter. Dans une posture très faible, quelque part. Quand on est à insulter, à combattre, c'est qu'on est démuni. Or, des informations existent, mais c'est pas parce que ce qui est dominant explique une fatalité, une incompréhension, puis une réponse qui sera uniquement sous forme d'intervention tonitruante qu'il faut succomber à cette facilité-là. Ouais. Bon, je pense que on a bien fait le tour de manière philosophique. Pour conclure, je dirais simplement qu'il faut, comme synthèse, il ne faut pas rentrer dans ce monde-là par le prisme de la peur. C'est vraiment la mauvaise porte d'entrée qui vous engage sur des rails d'un cheminement où il n'y aura que des erreurs de jugement, que des erreurs de compréhension. Rentrez pas par cette porte-là. Rentrez par une autre porte, celle que vous voulez, le bon sens, la compréhension scientifique. Fabien comme moi, on œuvre tous les deux dans cette espèce de transmission de ce qui nous semble être factuel, juste, voilà, qu'est-ce que c'est la physiologie d'abord, la compréhension, et puis après les bonnes leçons à en tirer. Rentrez par ces portes-là, parce qu'après les choix sont beaucoup plus simples et judicieux. En effet. Moi, j'aimerais terminer en parlant rapidement de Jean Seignalais, donc, qui était un médecin, qui était responsable de la faculté de médecine de Montpellier, qui a été un des pionniers mondiaux et le premier en France à faire une greffe. Donc, c'est pas un charlot, comme on dit. Voilà, c'est pas le premier venu. Donc, Jean Seignalais, qui a écrit un superbe ouvrage à la fois à la destination du grand public et de ses collègues médecins, qui s'appelle L'alimentation de la troisième médecine, expliquait que pour lui, il n'y avait qu'une source d'état pathologique et donc de maladie, c'est l'encrassement des humeurs. Et donc ça, c'est les préceptes de la naturopathie hippocratique, on va dire. C'est ce que est codifié dans toutes les médecines traditionnelles, que ce soit la médecine chinoise, que ce soit la médecine ayurvédique, la médecine hippocratique, le chamanisme, etc., etc., etc. On est là-dessus, l'encrassement des humeurs comme unique maladie. Et cet encrassement des humeurs va provoquer un stress pour les cellules
qui ne peuvent plus répondre au niveau organique, puisqu'il y a une baisse de l'énergie vitale, et donc elles répondent à leur niveau, en se désolidarisant de l'organisme, et en travaillant à leur survie. Donc c'est un réflexe, je dirais, qui n'est pas mauvais. C'est un réflexe conditionné, c'est un réflexe atavique, et elles vont activer un mode de défense de réplication, de colonisation de manière très archaïque. Et nous, notre rôle, c'est d'augmenter nos ressources vitales et de diminuer ces capacités d'encrassement-là, et d'avoir des pensées et un contexte extrêmement positif pour laisser se développer la vie en nous. Et donc le travail de fond qu'a fait Jean Seignalé, moi je suis toujours très surpris que ça a été prouvé, il l'a documenté sur des dizaines de milliers de personnes, et puis que son livre reste marginal. Ça fait partie de la bibliothèque des naturopathes, mais ça fait malheureusement pas partie de la bibliothèque des facultés de médecine, alors que c'est un médecin, un chirurgien brillant, un responsable d'enseignement. On va dire, il y a le professeur Joyeux qui a pris le relais, mais de manière beaucoup plus feutrée. Mais des jalons ont été posés, des constats ont été faits, des études ont été menées, des observations cliniques ont été entreprises sur des dizaines de milliers de patients. N'attendons pas, encore une fois, des études miraculeuses pour venir nous inviter à faire ce qui devrait être du bon sens. Et puis, quelque part, de l'observation et de la gratitude pour le fonctionnement du vivant. Surtout que Docteur Seignalé, voilà, encore une fois, c'était d'une rigourosité. Il a fait le job, quoi. Il a fait vraiment le job. Il est inattaquable. Et tout ce que tu viens de dire, c'est évidemment les découvertes qu'a fait Paul Davies de son côté, outre-Atlantique. C'est les mêmes conclusions, évidemment, que j'ai synthétisé dans la vidéo sur le cancer. C'est simplement un système de défense archaïque, etc., etc. Mais, comme tu le dis, c'est quand même fou que ces travaux-là de Jean Seignalé, ils n'aient pas franchi déjà les frontières de la France, et ce ne soit pas plus instauré comme une référence dans le domaine de la santé. Bon, on y travaille, ça va le faire. Grâce au Naturo Show, ça va se connaître. Voilà. C'est ça. Bon, Fabien, c'était un super épisode. J'ai vraiment apprécié ces échanges parce qu'ils étaient gorgés de nos deux philosophies qu'on partage. Très ravi aussi, en espérant que les personnes qui nous écoutent puissent avoir des infos, puissent transmettre aussi des informations autour d'eux. Et puis voilà, on va continuer, nous, chacun de notre côté, puis aussi avec le Naturo Show, à essayer de proposer une vision enthousiasmante sur le vivant. La dernière fois, c'était le sport, aujourd'hui, c'est la maladie, mais on va dire tout ce qui concerne la vie au sens large, de tout un chacun, ce qui nous passionne et ce qui nous semble nous réunir tous. Super. Allez, à bientôt pour un nouveau numéro du Naturo Show. Merci à tous de nous avoir suivis. Bye bye. Bye bye.